Jomale, 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 Bravo, 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 Jomale Badalika, wanakimbia, wanakimbia, wanakimbia kabisa, wanakimbia. Irinde, Yan, Koking, washatse kubirasira rimwe. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Votre fidélité nous honore et nous encourage à vous offrir toujours le meilleur de l'actualité. Guerre du M23. À moins de 24 heures du déploiement de la première mission de vérification et surveillance du prétendu cessez-le-feu sur papier, la coalition rebelle M23 Twirwaneho Red Tabara se montre très déterminée à fouler aux pieds le dit cessez-le-feu. Ce dimanche, la coalition rebelle a lancé un assaut sur 3 positions des FARDC et Wazalendo à Malimba, dans le groupement de Bijombo. L'armée congolaise a réussi à empêcher la progression des rebelles qui contrôlent encore les 3 positions attaquées jusque ce dimanche soir. Dans le territoire de Kabaré, au sud Kivu, les rebelles M23 ont aussi attaqué les positions des Wazalendo dans le groupement à Luago, en localité de Luago et sous-village de Chulwe. Nos sources dans la zone indiquent que les rebelles M23 alliés au Rwanda se partagent le contrôle de ces agglomérations avec les Wazalendo. La population reste retranchée dans les brousses aux alentours de Luago. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Bonsoir, merci et bienvenue dans ces nouveaux Space Live. Avant d'entamer notre entretien principal, nous allons commencer cette soirée avec un premier invité. Ça sera Azarias Rouberois, avec qui nous reviendrons sur la situation sécuritaire dans son ensemble et plus particulièrement sur le Haut-Plateau et à Minembwe, ainsi que sur les récents propos de l'opposant Martin Fayoulou au sujet de Banyamulenge. Azarias Rouberois, bonsoir, vous êtes déjà avec nous. Bonsoir. Merci Azarias Rouberois d'avoir accepté de répondre ce soir à nos questions. Vous êtes une voix reconnue sur les questions nationales, particulièrement sécuritaires, et même sur les questions de Banyamulenge. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire réelle dans le Haut-Plateau, et au-delà des communiqués officiels et des chiffres souvent contestés sur le terrain? Bien, je vous remercie, M. Stanislas, pour la parole et je salue tous les auditeurs. La situation à l'Est, en général, est très préoccupante parce que la guerre continue, alors qu'il y a eu des décisions convenues de cessez-le-feu. Mais c'est très dommage que le cessez-le-feu est violé par chaque partie assez régulièrement. Pour parler de la situation particulière de Minembwe, ça fait 2 mois que la population avait connu un état de répit. Mais aujourd'hui, nous avons une situation très, très préoccupante parce qu'il est signalé des drones encore, des bombardements de drones, et ça annonce, on dirait, une grande activité de reprise des activités militaires dans cette région. Alors, faire revivre à la population de Minembwe le calvaire, l'oppression et la persécution qu'elle a endurée par des bombardements de drones et de Sukhoi, priver à la population l'accès au marché, c'est constitutif de crimes punis par le droit international. J'en appelle donc non seulement pour les hauts plateaux de Minembwe, mais aussi pour l'ensemble du territoire national, particulièrement à l'Est. J'en appelle à la cessation effective des hostilités. J'en appelle à l'arrêt des combats, mais également, je pense qu'il est temps de faire la paix. La paix et la réconciliation doivent prévaloir. Et à Minembwe, précisément, quelle est la situation actuelle des populations civiles entre la présence des groupes armés, difficultés d'accès humanitaire et rapports faisant état de ces combats dont vous venez d'évoquer tout à l'heure?
Voilà, la situation reste catastrophique. Il s'est passé beaucoup de mois, enfin, le monde entier a suivi l'épopée sécuritaire de Minembwe. Les maisons sont détruites. J'ai même insisté pour qu'il y ait des investigations, donc une enquête internationale, telles qu'ils sont mentionnées dans la Constitution et les lois de la République. Alors, je voulais vous proposer, Azaria Souroberwa, d'écouter un peu ce que disait le président Tshisekedi au sujet, effectivement, de la communauté Banyamulenge. Puis, seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir. Donc, de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige face à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort. Voilà, ce propos de Félix Tshisekedi, même si ça date de février 2024, le président continue de maintenir cette même ligne. Est-ce que ce sont quand même des propos qui vous rassurent, Azaria Souroberwa? Absolument, je suis honnête, vous me connaissez très bien. Là, il a reconnu ce que la Constitution dit, les Banyamulenge sont congolais. Au demeurant, on ne devrait pas l'attendre de quelqu'un, parce que Mouluba et Mungala et Mubembe et Muzomba, c'est pas moi, ils n'ont pas besoin que le chef de l'État, à tout moment, vienne dire non, 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 les Bangalas sont congolais. Donc, ça va de soi. Mais je salue ce propos parce que, justement, il s'adresse, et c'est ça l'intérêt de votre question, il s'adresse, quand il dit « j'en ai marre » ou « j'en ai assez », et c'est par rapport aux faits dans la société. Donc, quand vous lisez, et même quand vous lirez, ayez le courage de lire les propos qui vont venir dans les commentaires après cette interview, vous pouvez vous imaginer le venin, le degré du venin qui a été inoculé dans la population congolaise et au pays et dans la diaspora. Donc, on a pris les Banyamulenge comme l'ennemi numéro un. On ne distingue même pas ceux qui font la guerre et ceux qui ne font pas la guerre des paisibles citoyens. Donc, on le prend comme l'ennemi numéro un et c'est quelqu'un à battre. À la rigueur, si vous croyez, si vous rencontrez telle personne dans l'école ou sur la rue, alors sachez que c'est l'ennemi du coup. C'est ça l'idéologie. Et quand on parle de l'idéologie génocidaire, c'est quoi? C'est une idéologie qui est inoculée dans les esprits pour considérer que ce peuple n'a pas sa place ici. Et il faut le faire disparaître. Le président a eu le courage de le dire, a condamné, et absolument, il faut le noter positivement. Maintenant, mon problème, une fois qu'un chef d'État a dit ça, d'où vient, je suppose, il le dit, en application de la Constitution, d'où viennent des propos du genre Fayoulou? Fayoulou, lui, c'est qui pour se permettre de juger et toute une communauté? C'est qui? Et d'autres qui lui ressemblent, qui sont par-ci, par-là. Donc, alors, je pense que la paix et la réconciliation ont un prix. Et le prix à payer pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble et développer ce beau pays que Dieu nous a donné, le rendre prospère, c'est de respecter les textes, respecter les droits humains.
On ne demande pas une compassion, une pitié. Il ne s'agit pas de ça. C'est une question de droit. Lisez la Constitution, lisez les lois, lisez les textes internationaux et vous verrez que on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a même pas besoin d'un statut particulier. Donc, c'est les droits de l'homme et rien que les droits de l'homme. Mais Azarès Robert, comment expliquez-vous que cette communauté, vous l'avez dit, reconnue congolaise d'origine par la Constitution, continue d'être régulièrement suspectée de connivence avec le Rwanda ou les M23? Qu'est-ce qui alimente, selon vous, cette défiance persistante? J'avais l'intention de vous dire, suggérez-moi la réponse. moi, je suis comme victime. Ou du moins je suis du côté des victimes. Non, le problème est simple. C'est lorsque vous avez des gens comme Fayulu, qui est un leader d'opinion. Fayulu, je vous ai dit, qui vient des Bambala, qui sont arrivés à 1891. Allez lire dès qu'on aura fini. Vous trouverez qu'ils sont arrivés au Congo venant de l'Angola, et même avant l'Angola, il est dit qu'ils sont venus de l'Afrique du Nord. Alors, c'est en 1891, c'est la date qui est mentionnée. Maintenant, lorsque ces gens, il suffit qu'ils soient 10, 50, ils propagent les mensonges, c'est comme ça qu'ils marchent. Et donc, c'est des propos haineux. Tant qu'ils ne seront pas punis, il y aura toujours des suspicions. Parce que, bon, il y a la source. Mais tous ces pays du monde, vous êtes aux États-Unis comme moi ici, vous imaginez s'il n'y avait pas la force de la loi, c'est que seraient les Noirs américains ici, même si les problèmes ne sont pas finis, c'est que seraient même les Asiatiques ou je ne sais pas moi, les gens de l'Amérique latine et tout. C'est la loi, la force de la loi. Notre pays souffre de ça. Je suis juriste, vous le savez. Une chose, c'est d'avoir la loi, une autre chose, c'est de l'appliquer. Et donc, la suspicion... Écoutez-moi très bien. Nanga, qui préside aux destinées de l'AFC, il est de la province de Haut-Touélé. Avez-vous déjà vu son village bombardé? Bissimwa, qui est numéro 2 de l'AFC, il est mouché. Vous n'avez pas de bâches dans toutes les institutions, jusqu'au sommet de certaines institutions. Ce sont des bâches. Tu connais le nombre de bâches qui sont dans ce mouvement-là? Des Bafouleros, il y en a, des Babembe, il y en a, mais aussi des gens des autres provinces. Il y a des Balouba du Kasaï. Le porte-parole vient d'où? Mais pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas suspectés? C'est pour ça que je me permets d'évoquer le concept de racisme. Le propos de Fayulu doivent être condamnés par les religieux, les non-religieux et même les athées. Parce que c'est un venin qui vise à diviser. Il ne l'a pas dit la première fois, il a dit la énième fois, et d'autres personnes qui sont comme lui. S'il continue, et vous allez dire, nous en appelons à la fin de la guerre avec ça. Pourquoi? Pour que quelqu'un comme lui dirige le pays et fasse quoi? Tue les gens? Vous voyez avec quel mépris il dit, ça ne me dit rien que ces gens meurent ou pas. Un humain peut dire ça. Donc, la suspicion demeurera tant que la cause, qui est la haine, est inoculée impunément dans les esprits des Congolais. Nous sommes un grand peuple, écoutez, nous sommes un grand peuple. Nous avons eu des grands dirigeants, à commencer par Lumumba, Kasavubu, qui n'avaient pas cet art. Vous savez que l'un des premiers présidents de l'Assemblée nationale du Congo, c'était un Hutu du Nord Kivu. Vous avez un ancien ministre du commerce dans le gouvernement de Lumumba. Il venait du Nord Kivu. Donc, vous avez le roi Kabouba et consorts. Alors, moi, je suis né dans la rébellion parce qu'il y a des gens, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né dans la rébellion de 64, au niveau des hauts plateaux. Maintenant, à Rugezi, précisément, parce qu'il y a un autre, comment dirais-je, un alphabet intellectuel de Cameroun qui a dit Rugezi, c'est pas au Congo, comme s'il y a été. Interroger les axes de bombardement.
qui accèdent à Minembwe Centre, on va vous parler de Rugezi. Ça a été cité plusieurs fois. Mais toutes ces conneries-là, nous allons les léguer aux enfants et aux petits-enfants, vraiment, comme si nous n'avons pas d'intellectuels et même des hommes non intellectuels, raisonnables, réfléchis, qui peuvent définitivement faire taire les armes et faire taire, comment dirais-je, cette haine ethnique punie par la loi. Je pense qu'il faut un saut vers l'avant. Nous avons tourné la page à Sam City. Nous devons tourner la page encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'en appelle à la paix et à la paix des braves. La paix des braves, ce n'est pas une paix hypocrite ou une paix en attendant que j'ai plus d'armes, plus de munitions ou plus de troupes pour attaquer l'autre. Non. La paix fondamentale passe par la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et bien sûr, les revendications légitimes. Je ne pose pas d'autres questions. Nous aurons peut-être une autre émission sur d'autres matières, dialogue ou pas. Mais ici, nous sommes dans les fondamentaux de la paix et même de la justice. La justice, c'est pas seulement ce concept judiciaire, non. Rendons-nous justice, c'est aussi ces gens ont droit à la justice, à être traités de façon juste. Alors, Azares Roubero, puisque je vous ai, puisqu'on parle effectivement de cette situation, notamment sécuritaire dans la partie Est, comment parvenir à la paix aujourd'hui perturbée dans la partie Est avec l'occupation de Goma-Bukavu et bien d'autres parties du territoire national par la rébellion AFC M23? To the choice. When things got too tight in the kitchen, we found the perfect recipe to open. La rébellion AFC M23. Il n'y a pas deux façons de faire il n'y a pas plus de deux façons de faire la paix, mon ami. Ou une partie impose la paix par la guerre, et cette guerre peut durer le plus longtemps possible jusqu'à arriver à la fin. Et là, c'est l'histoire de Laurent Désiré Kabila qui a conduit des troupes pendant 7 mois d'Uvira justement jusqu'à Kinshasa. Il a imposé la paix par la guerre. La deuxième façon, c'est par les négociations, et c'est ça la deuxième guerre. On l'a vécu, c'est pas de la faiblesse. Donc, moi, comme observateur intéressé, je ne peux pas souhaiter la paix par la guerre, parce que ça signifie plus de gens qui vont mourir, mais aussi une longue durée de souffrance, de qui que ce soit, de tout le peuple congolais par lequel va passer cette guerre-là. Ça, c'est la première chose. Je soutiens donc la paix par les négociations. Et voilà le problème. Nous avons le gouvernement qui négocie avec le groupe armé AFC M23 et Twirwaneho. Ils tiennent des négociations à l'infini. Ce n'est pas normal. Quand on négocie, on a un agenda. On se dit dans 6 mois, on doit signer un accord de paix. Même de cesser le feu, c'est mal négocié quand je vois ça. Alors, mais vous avez de deux côtés, c'est ma lecture en tout cas, des personnes qui ne sont pas pressées. Et évidemment, quand vous écoutez ce que les gens qui sont à Goma disent, ils vont vous parler des milliers de gens, des prisonniers qu'ils ont envoyés vers Kinshasa ou qu'ils ont libérés, et une quinzaine de gens seulement sur 700 qu'ils ont réclamés. Non, il faut de la bonne foi. Il faut de la bonne foi. Mais écoutez, même s'ils arrivaient à signer un accord de paix entre eux, les problèmes du Congo aujourd'hui ont une dimension politique énorme. Et c'est ça le sens du dialogue qui est appelé. Je pense qu'il faut que le chef de l'État, le président de la République, s'accommode à la logique de la paix. Parce que c'est lui, il n'y a pas de chef d'État aujourd'hui. C'est lui. Même ceux qui sont à l'Est, ils sont sur le territoire dont le président international est connu, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il a plus de responsabilités que quiconque. Vous ne vous imaginez pas gérer un pays toujours en guerre. Là, on lit quoi dans le chef du gouvernement?
un problème d'incapacité de faire la paix. Il y a des gens qui sont bons pour faire la paix, mais qui sont incapables de faire, pour la guerre, mais qui sont incapables de faire la paix. Je pense qu'il doit résolument, au-delà de tous ces conseillers que nous connaissons, que nous avons vécu, qui vous racontent n'importe quoi, militaire ou civil, il doit décider de faire la paix et aller vers un dialogue véritablement inclusif. C'est ce dialogue-là qui peut décanter la situation. On l'a vu dans le passé. Donc, mais si les choses restent en l'état, où il n'y a pas de responsable, le leitmotiv n'est pas bien connu, les débats vont dans tous les sens, c'est dans la rue finalement. Non, il y a des paramètres pour un pays qui veut sortir de la crise, qui veut sortir d'un conflit armé. Mais pour faire la paix, le président Tshisekedi dit il faut d'abord se mettre ensemble pour mettre l'ennemi qui agresse le pays dehors, c'est-à-dire mettre fin à l'agression rwandaise. Comment faire la paix avec des militaires rwandais au Congo? Comment faire la paix alors que des militaires rwandais continuent d'appuyer militairement l'AFC/M23? Non, ce raisonnement ne vous conduit pas à la solution finale. Moi, je parle du passé. Rien n'empêche d'ailleurs la RDC de discuter avec le Rwanda. Pour quelles raisons? Parce qu'on a vu dans le passé, la RDC signé un accord de paix avec le Rwanda à Pretoria. Il a signé un accord de paix avec l'Ouganda. Vous parlez moins de l'Ouganda. L'Ouganda a des troupes chez nous, vous le savez très bien. Donc, nous parlons des Congolais. Les choses se compliquent lorsqu'on fait un mixage dans les raisonnements. Nous parlons des Congolais d'abord. Want to explore Vabismo's drawing beyond the data? Join me on the Purple Chair to hear. Un mixage dans les raisonnements. Nous parlons des Congolais d'abord. Mais la direction vers la diplomatie des pays de bon voisinage, les voies existent. Il n'y a rien à inventer dans ce conflit. Donc, il existe des voies pour faire la paix à l'interne et il faut avoir la réconciliation. Et ça écoutez, j'entends déjà dire nous faisons la paix avec ceux qui, comment dirais-je, ceux qui sont le type de front dont tu parles. Mais ça n'a pas de sens. Même Jésus l'a dit, faites la paix avec votre ennemi, aimez votre ennemi. Si vous aimez quelqu'un qui vous aime, mais tout le monde le fait. Mais si vous mettez à l'écart de la table les gens que vous considérez comme vous posant problème, vous faites la paix avec qui? Vous dialoguez avec qui? Avec vos copains? Avec ceux qui vous soutiennent? Avec qui? Les modérés? Mais il faut aller vers également les gens qui vous contredisent, les gens qui ont pris des armes, les gens comme l'ancien président, ça a été dit à plus d'un égard, Joseph Kabila, qui a conduit le pays. Vous pensez qu'après 18 ans, cet homme n'a rien à dire devant une table de négociation? Donc l'humilité... Ouais, mais Kinshasa considère que Kabila est devenu aujourd'hui le problème. Justement, c'est plus dans la conception. Si moi j'étais Kinshasa et que j'avais cette conception sur Kabila, ce serait une raison fondamentale de la paix au dialogue. Autrement, je fais la paix avec qui? Je fais la paix avec ceux qui sont à Kinshasa? Qu'est-ce que vous faites de tous ces leaders qui sont en exil? Vous en faites quoi? Donc, de quoi on parle, Stanislas? Et vous avez vu que Kabila, votre ancien allié de la transition, chef de la plateforme politique FCC, dont vous êtes membre même, il est condamné à mort par contumace et présenté comme un soutien de l'AFC/M23. Cette condamnation, pour vous, est-elle un acte de justice, un règlement des comptes politiques? La procédure vous paraît-elle régulière? Je vous ai répondu dans une autre interview passée sur Jeune Afrique. Mais écoutez, d'abord, pour tout dire, le président Kabila, pendant la transition, n'était pas nécessairement un allié. Nous avons eu des divergences fondamentales, approcher ceux qui étaient au gouvernement de transition. Mais ça ne m'a pas empêché, avec le temps, de comprendre que
on peut se serrer la main. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.